Chapitre 10, loi de Lenz et exemple 10.5, peut-être. La loi de Lenz, c'est une loi qualitative et, comme je l'expliquais dans le dernier vidéo, elle est représentée à l'intérieur de l'équation de la loi de Faraday par le signe négatif qui est ici. Le signe négatif est un signe négatif philosophique qui nous dit ceci. La F et M induite, la F et M induite, là c'est epsilon, est de sens tel qu'elle s'oppose à la variation de flux magnétique. Et la variation de flux magnétique, c'est la dérivée des phi dt. À première vue, on trouve ça normal et c'est correct, là. Un signe négatif, ça veut effectivement dire en français le mot opposition. Et mathématiquement, c'est vrai, epsilon est d'un côté du signe égal, de l'autre côté, il y a un signe moins et la fameuse dérivée du flux magnétique. Donc, c'est cohérent avec la phrase en français qu'on écrit ici. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Eh bien, ouvrez bien vos oreilles. Imagine que tu as une boucle dans laquelle il n'y a pas de courant électrique. Donc ça, là, c'est rien de plus, rien de moins qu'un fil conducteur fermé en forme de cercle. Et toi, tu fais passer un champ magnétique B à l'intérieur de ça. Si le champ magnétique B reste constant, il n'y a pas de variation de flux magnétique, tout le monde est tranquille et les choses vont bien. Mais imagine qu'on augmente la grandeur du champ magnétique B. Pour l'instant, le flux magnétique est égal à 2 Weber. Il y a 2 lignes de champ B qui traversent la surface de la boucle. Mais augmentons-le. Augmentons la densité de lignes de champ en Tesla et on se ramasse avec, écoute, comptons-les, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En tout cas, il y en a beaucoup. Pas mal plus qu'il y en avait avant. Et on finit avec plus de lignes de champ qui traversent notre surface. On n'a pas changé la surface, on n'a pas changé l'angle entre la surface et les lignes de champ. On a simplement augmenté le nombre de Tesla du champ magnétique B entre le début et la fin. Et on se ramasse avec un delta phi qui est égal à finale moins initiale de plus 5 Weber. Ou, si tu veux, la dérivée par rapport au temps, parce que c'est quelque chose qui s'est fait en un certain nombre de secondes, là, ça s'est pas fait instantanément, ce truc-là, est positif. OK? On est plus grand que 0. Écoute bien ça. L'univers, comme certaines personnes, déteste le changement. Connais-tu des gens qui haïssent le changement? Des gens conservateurs? Des gens qui commandent toujours le même truc au restaurant? L'univers est comme ça. L'univers, ce qu'il déteste, c'est le changement de flux magnétique. Si tu veux mettre l'univers de mauvaise humeur, je te conseille pas, essaie de modifier le flux magnétique à travers une surface et fais ça vite. Plus tu fais ton changement rapidement, plus défi dt est quelque chose de grand et plus l'univers va être furax. Et qu'est-ce qu'il va faire l'univers? La loi de Lenz te dit que si, comme dans la situation dessinée ici, tu essaies d'augmenter le flux magnétique dans la boucle, ben check ben ça. L'univers va faire apparaître un champ magnétique B induit à contresens du champ magnétique B qui est en train d'augmenter à cause que tu as essayé de rendre l'univers de mauvaise humeur puis tu déplaces des aimants, whatever. Et le champ B induit, il apparaît à cause d'un courant électrique dans le circuit.
Et là, tu dois faire la règle à main droite. Regarde bien. Tu mets ton pouce dans la direction de B induit qui vient d'apparaître pour s'opposer à la variation de champ magnétique bleu. Et tes doigts s'enroulent dans la direction vers la gauche en avant et vers la droite en arrière. Et ça vient vers toi à droite et ça quitte comme ça à gauche. Et là, tu as un sens de rotation pour le courant électrique I induit à l'intérieur de la boucle. Wow, 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 wow! On vient de faire de l'induction électromagnétique. On vient de faire apparaître un courant là où il n'y en avait pas. À l'intérieur de notre boucle de courant, là, c'était juste un fil électrique, là. Il n'y avait aucune source, pas de batterie, rien du tout. Et là, on avait un champ magnétique initial qui générait un flux de 2 Weber. On a augmenté le champ magnétique pour que le flux augmente lui aussi à 7 Weber. Et cette augmentation de flux magnétique-là a généré une dérivée d'φ dt positive. Qu'est-ce que l'univers fait? L'univers est furax et il se contente pas d'être furax. Il est proactif et il fait apparaître un champ magnétique induit qui s'oppose à la variation de champ magnétique qu'on a causé. Et ce champ magnétique induit-là, il n'est pas généré par rien. C'est pas Harry Potter qui casse le champ magnétique induit comme ça magiquement. C'est un courant I induit qui tourne dans la boucle et qui fait apparaître le champ B induit. J'écris la règle à main droite. Règle main droite. Au cas où ce serait nécessaire, tu mets ton pouce dans la direction de B induit. Et tes 4 doigts s'enroulent dans la direction du courant I induit correct. La partie difficile, souvent, c'est de trouver le bon sens pour B induit. Pour vous aider, j'en fais un autre avec vous. Regardez bien. On va prendre cette fois-ci une boucle comme ça. On va maintenant utiliser un champ B dans cette direction-là. Et on va le prendre fort au début. Tiens, comme ça, ça va être bien. T'imagines là qu'on a un champ B initial qui est relativement grand avec un flux phi initial qui vaut 1, 2, 3 Weber. Maintenant, essayons de diminuer, juste pour mettre l'univers de mauvaise humeur, s'assurer qu'on a une mauvaise journée. Diminuons le flux magnétique en diminuant la quantité de Tesla à l'intérieur de notre champ B. Tiens, enlevons cette ligne de champ-là. Enlevons celle-là aussi, comme ça. À l'extérieur, on peut en enlever aussi. Probablement qu'ils vont partir. Hein? Si on diminue le nombre de Tesla de notre champ B, ça va diminuer à l'intérieur de notre boucle, mais ça va diminuer aussi à l'extérieur. Et faisons passer le flux magnétique dans la boucle à 1 seul Weber. Conséquence, la variation de flux magnétique est égale à moins 2 Weber. On va se ramasser avec un défi dt plus petit que 0, mais clairement non nul. Est-ce que l'univers va être content de ça? Eh non, l'univers va être fâché, là. C'est plus petit que 0, mais c'est pas égal à 0. Ce que l'univers aime, c'est des défis dt égales à 0. Si vous avez une variation de flux magnétique, qu'elle soit positive ou négative, mais qui est pas nulle, l'univers est fâché. Plus ça se fait vite, plus l'univers est fâché, et plus il y a beaucoup de Weber de différence dans votre delta phi, plus l'univers est fâché aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire l'univers? Comme d'habitude, il est proactif, espérons comme toi, et non seulement il va être fâché, mais il va prendre des actions concrètes pour s'opposer à la variation de flux magnétique. Voyons ce qui va se passer. Le champ magnétique initial allait vers la droite, et il devient de plus en plus petit. Qu'est-ce que l'univers fait? Regarde bien. Il va faire apparaître un champ B induit qui va dans la même direction, t'as bien compris, qui va dans la même direction que le champ B bleu initial. Pourquoi dans la même direction et non pas dans la direction inverse pour ce... Écoute, la loi de Lenz te dit
que ce qu'on veut, c'est s'opposer à la variation. Là, la variation, elle est négative. On est en train de perdre des Weber. Et qu'est-ce que l'univers va faire? Il va essayer d'aider le champ magnétique bleu qui est en train de diminuer et de devenir de plus en plus faible. Et pour l'aider, qu'est-ce qu'il fait? Il fait apparaître un champ rouge induit qui va dans le même sens que le champ bleu qui était là et qui diminue. De cette façon-là, le champ rouge essaie d'aider le champ bleu à rester fort et constant comme il était au début. Est-ce qu'il va y arriver? Ben, peut-être, oui, non, on sait pas, c'est confidentiel, personne n'a été vérifié, on verra ça plus tard. Mais l'idée, c'est que la loi de Lenz te dit que l'univers essaie de s'opposer à la variation. Et quand la variation, c'est une diminution, le champ induit dans le même sens que le champ initial. Faisons la règle à main droite. Le pouce dans la direction du nouveau champ rouge induit. À l'arrière, ça monte. À l'avant, ça descend. Donc, on va avoir un courant induit à l'intérieur de notre boucle qui va vers le haut à l'arrière et vers le bas à l'avant. Comme d'habitude, c'est la règle de la main droite et ça dit tu mets ton pouce dans la direction du champ induit, celui qui s'oppose à la variation de flux, et tes 4 doigts s'enroulent dans la direction du courant I induit à l'intérieur de ta boucle, et c'est ça qu'on appelle l'induction électromagnétique. Alors voilà, tout ça, là, c'est résumé par le symbole négatif à l'intérieur de la loi de Lenz. Je vous rappelle que ce n'est pas un symbole mathématique, mais bien un symbole philosophique qui sous-entend à lui seul toute la démarche à l'arrière de la loi de Lenz. Pour vous pratiquer, je vous suggère de regarder tester votre compréhension dans le livre et de faire aussi l'exemple 10.5. Je vais le regarder avec vous. Tiens, je vais ouvrir mon cahier devant vous, pourquoi pas. Et on va aller voir ça, cet exemple-là, 10.5. Je le fais en classe d'habitude. 10.8. Les courants de Foucault, je ne vais pas à l'étude. 10.5, le sens du courant induit. Ah oui. Ce matin, c'est exprimé, je sens me mettre correct. C'est comme ça. Oh, oui. C'est un bon exemple, mais un peu trop sport. Je vais essayer d'en faire une version avec vous qui est peut-être plus gentille. En gros, à l'exemple 10.5, là, je vais vous expliquer le principe. On a un champ magnétique, B de t, qui est une fonction polynomiale, semble-t-il, du temps. On a A plus BT plus CT carré. Voyez-vous, là, c'est un polynôme, là, avec la variable t, le temps, et des valeurs, là, 0.5 pour A, 0.5 pour B et 0.125 pour t, le terme en carré. Et là, ils vous disent, bon, écoute, tu as une surface A, comme ça, qui vaut un certain nombre de, ça inspire 120 cm², et on vous donne aussi n est égal à 100 tours. Et on vous dit, vas-y mon ami, calcule le flux magnétique AB cos θ là-dedans. Et on vous demande aussi de calculer le sens du courant induit. Bon, c'est pas pire ça. Faisons ça ensemble. Le champ magnétique, il le symbolise par des points, et c'est correct, comme ça. C'est le champ que je faisais en bleu dans mes exemples. Tiens, on peut le refaire, ça paraît pas bien, hein? Bleu sur noir, comme ça. Et là, on vous dit, question A, quel est le courant induit? I induit est égal à quoi? Pour faire ça, on commence par appliquer epsilon est égal à moins n dφ dt. Dans le chapitre 10, on cherche pas midi à 14h, c'est toujours la même équation, c'est la loi de Faraday, et dans notre tête, on fait la loi de Lenz de façon qualitative. Regardez bien, n, on connaît ça, on vient remplacer par 100. Le A, on l'a, le B, on l'a aussi, mais là, il faut regarder, là, c'est pas si simple que ça, là, faut regarder dφ dt. Ce qui change, c'est B. On le voit, là, c'est une fonction du temps, tandis que A est une constante. Donc, tout de suite, on sait qu'on va écrire epsilon est égal à moins n dB dt A cos θ. Et cette partie-là, là, que je place entre accolades,
c'est la dérivée du flux magnétique pour le scénario qui m'intéresse. Pour la surface A, on la connaît, c'est 120 cm², il va falloir la mettre en mètres carrés. Pour cos θ, regardez bien, là, on va avoir un vecteur A qui est dans la même direction que B. B est perpendiculaire au plan de la surface et le vecteur A, par définition, est lui aussi perpendiculaire à la surface. Donc, θ est égal à 0 degré. Ça veut dire que cos θ est égal à 1. L'équation vient assez simple. Ça nous donne seulement dB dt fois A. Et que vaut dB dt? Ben, il faut que tu dérives ton polynôme qui est là. Je sais que tu es capable de dériver un polynôme par rapport au temps. Je le fais quand même rapidement. Ça va nous donner, la dérivée de A va donner 0, la dérivée de B fois T va donner B, et la dérivée de C fois T carré va donner 2 fois T, comme ça ici. Et on va aller placer ça à l'intérieur. Maintenant, attention, il faut évaluer cette dérivée-là à t est égal à 1,10 secondes. C'est le temps qu'il nous donne. Quand il reste une variable temporelle, après avoir fait la dérivée, vous devez prendre la valeur instantanée. Pour faire ça, il faut qu'on vous donne un temps. Et dans ce problème-là, on vous le donne. T est égal à 1,10. Donc, une fois que vous avez fait la dérivée, et seulement une fois que vous avez fait la dérivée, là, les champions, allez pas remplacer T dans le polynôme avant d'avoir dérivé. Tu vas avoir une mauvaise surprise, là. Tu vas prendre la dérivée d'une constante, ça va donner 0, tu n'auras pas la bonne réponse. On fait toujours la dérivée en premier, ensuite seulement, on évalue à t est égal à quelque chose, et là, on peut donner la réponse. Une fois que vous avez epsilon, la plupart du temps, là, on va vous demander de faire une loi d'Ohm, epsilon égale RI, pour aller chercher le courant I induit. Ensuite, il vous demande dans quel sens tourne le courant. Là. Visiblement, on a un champ magnétique ici. Ah, ça, c'est un moins. C'est négatif. Donc, il va falloir aller évaluer là, si on a une augmentation ou une diminution de champ magnétique à t est égal à 1,10 secondes. Ce qui va nous donner ça, là, c'est la valeur de dB dt évaluée à 1,10. Si dB dt est plus grand que 0, c'est que le champ magnétique B augmente. Donc, à ce moment-là, on va avoir un champ magnétique B induit qui va à contresens du champ B qui augmente, et on aurait un courant électrique I induit qui tourne en sens horaire. Et si jamais, c'est le contraire, si vous avez dB dt qui diminue, qui est plus petit que 0, à ce moment-là, ce sera pas comme ça. Vous allez avoir un champ magnétique induit qui va dans le même sens que le champ B initial pour l'aider à rester fort. Et à ce moment-là, c'est le contraire. Vous allez avoir un courant I induit qui va tourner en sens anti-horaire. Bon, l'exemple 10.5, je vous répète, là, est un peu costaud là, à cause du polynôme. Maintenant, l'idée derrière cet exemple-là, elle est bonne, mais vous avez des exercices là qui sont plus simples que ça. Entre autres, l'exemple 10.3, je vais le noter ici, là, l'exemple 10.3, qui est peut-être plus gentil. Et vous êtes clairement capable de le faire par vous-même. Et aussi, là, vous pouvez vous servir de l'exemple 10.3 comme d'un modèle pour les exercices. Il ressemble étrangement à plusieurs exercices que vous avez à faire à la fin du chapitre.